Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Occitanie dans le cadre du programme Nation Apprenante. Bon confinement à tous, j'espère que vous restez chez vous. Et je vous propose aujourd'hui un petit essai, une petite dissertation sur l'œuvre romanesque de Umberto Eco qui nous a quittés le 19 février 2016 et que j'avais écrit pour l'excellent magazine Twice. Voilà, si le cœur vous en dit. Donc, le 19 février 2016 dernier mourait, mine de rien, l'un des plus grands intellectuels du XXe et du XXIe siècle, à l'âge respectable de 84 ans, nous laissant, pauvres de nous, avec Marc Lévy et BHL comme remplaçants. Je vous dis ça parce que ITélé les avait choisis pour intervenir sur le sujet. Autant demander à Justin Bieber de parler de l'œuvre de Beethoven. Donc, dans la mesure où je vénérais le bonhomme et où la grande majorité des chalands ne connaissent de lui que l'adaptation cinématographique, très réussi du reste, du Nom de la Rose, je vous propose un petit tour d'horizon des principales thématiques de ses romans et essais, histoire de vous donner l'envie d'aller découvrir son œuvre. Beaucoup sont disponibles en format numérique maintenant, car Umberto Eco était un philosophe, un sémiologue, un historien et un linguiste et faisait de chacun de ses romans un petit miracle d'intelligence dont la lecture pouvait se faire à plusieurs niveaux. Il illustrait d'ailleurs parfaitement la phrase de Paul Valéry: presque tous les livres que j'estime et absolument tous ceux qui m'ont servi étaient des livres difficiles. Je ne dis pas que les romans d'Umberto Eco sont difficiles, mais par contre ils exigent une certaine concentration. On ne lit pas ça en faisant son jogging ou en écoutant la télévision. On s'immerge dans un roman d'Umberto Eco. De son premier roman, Le Nom de la Rose, en 1980, jusqu'au dernier, numéro 0, tout un symbole, en 2015, Eco a étudié, disséqué, parfois admiré certains ouvrages légendaires, et quand je dis légendaires, il faut le comprendre aux deux sens du terme de légendaire, ainsi que leur réception présente ou passée. Grand 1, la philosophie d'Eco pour les nuls. Alors, Socrate établit deux concepts dans la détermination du réel. L'eikon, E-I-K-O-N, qui est le réel copié et inchangé tel que les dieux l'ont donné, et l'eidolon, qui est le reflet déformé, le réel reflété et déformé, notamment par les artistes. Outre que c'est l'une des bases de l'énigme du Nom de la Rose, c'est aussi un des piliers de son œuvre entière, à savoir comment nous percevons et rendons compte, nous, de l'exceptionnel qui nous entoure, que ce soit dans un bateau abandonné dans l'île du jour d'avant ou dans des catacombes dans le cimetière de Prague. Et en particulier avec l'allégorie récurrente dans l'œuvre de Eco de la bibliothèque labyrinthique, de cette idée de se perdre dans les méandres de la connaissance et de trouver son chemin, de retrouver son chemin via des codes dans la connaissance. Il y a quand même cette idée de l'hermétisme de la connaissance très présent chez Eco. Et ce rapport à la définition du réel le mène au courant philosophique de la scolastique et des nominalistes dont Eco se réclame et qu'on peut tenter, les professeurs de philosophie comme mon collègue Éric Frage le feront mieux que moi dans Biophilosophie, de résumer ainsi. L'idée du nominalisme, c'est ça. Les mots ne peuvent avoir de définition universelle, car l'intention de l'auteur qui l'emploie déforme par essence, par culture, par apprentissage, par bassin d'éducation, le message qu'il souhaitait donner. Si j'emploie le mot table, que je le veuille ou non, je n'ai pas exactement la même idée de ce qu'est une table que vous. Donc comment retranscrire le réel par le verbe, qu'il soit écrit ou oral, alors même que le verbe est par le fait même de l'humain qui l'écrit ou le prononce, une intention déformante. Car Eco était également un sémiologue, et peut-être même avant tout un sémiologue, autrement dit, quelqu'un qui étudie le processus de signification par le biais de ses productions, de ses codes et de leur communication. Avec Deleuze, avec Foucault, avec Roland Barthes et toute cette fine équipe. C'est en ce sens qu'il fut fasciné toute sa vie par les cris, en général, et que sa collection privée de livres anciens, extraordinaire au demeurant, se focalisait sur l'écrit scientifique erroné, c'est-à-dire le faux, volontaire ou non, je le précise tout de suite. Donc des traités médiévaux médicaux qui imaginaient une usine dans le ventre de la femme enceinte, des faux à usage délictueux comme le protocole des sages de Sion, des manuscrits hermétiques, codés, la Bible de Lyon, etc., etc. Il était fasciné par l'écrit scientifique erroné, qu'il soit volontaire ou non, et cette collection incarna à la fois son œuvre littéraire personnelle et son rapport à l'icône, autrement dit à la représentation du réel.
Une petite pause musicale avant de continuer donc cet article sur Umberto Eco avec le groupe français de néo-folk Rajna et l'excellente chanson Diwali, un titre que j'aime beaucoup et qui porte assez bien, je crois, cette ambiance mystique du nom de la rose que je vous encourage tous à relire ou à revoir. Grand 2, les cris de légende. Eco met souvent ses personnages en quête, et ici le mot prend tout son sens, d'ouvrages perdus. Dans Le nom de la rose, il y a au centre de l'énigme le légendaire second tome de la poétique d'Aristote, livre dont on n'est pas sûr qu'il existe, et c'est un écrit dont on ne connaît qu'une phrase qui était la dernière du premier tome, prendre plaisir du ridicule et s'amuser de cet art. C'est à ça que devait se consacrer ce second tome, l'humour dans l'écrit. Umberto Eco, qui n'aura jamais une occasion de pratiquer la mise en abîme, illustre son propos par des moines boursouflés, la sodomisation théologique de Coléoptère. On se rappelle que les moines qui se retrouvent dans cette abbaye ont un débat entre eux très fort pour savoir si le Christ était-il oui ou non le propriétaire de la robe de bure qui le vêtait, grande importance, à des gargouilles hideuses, ou encore le fameux Salvatore, interprété génialement à l'écran par Ron Perlman. Il y a là encore une fois l'idée que le réel est grotesque et donc la représentation du réel ne peut être que grotesque également. Dans un autre de ses romans, Baudolino, c'est la légende du jardin d'Éden terrestre et le royaume là aussi légendaire du prêtre Jean qui rend les hommes fous, pousse aux pires extrémités, au délire religieux. Et là, cette fois-ci, Eco s'en sert pour interroger le concept de la propagande elle-même.
Dans la mystérieuse flamme de la reine Loana, par l'intermédiaire de la perte de la mémoire, il aborde l'écrit légendaire sous l'angle du conte pour enfants et les archétypes fondamentaux comme source de construction de l'individu tel que les a présentés Carl Jung, le psychologue allemand, dans ses travaux sur les rêves. Cette fascination chez Eco, d'ailleurs, pour la représentation que nous faisons du réel, n'est jamais gratuite, car il étudie en réalité notre rapport au réel via la connaissance que nous avons de ce réel en particulier, et via la connaissance en général, l'écrit en particulier. Je conseille à ce sujet de lire son essai, là c'est pas un roman, c'est un essai sur les procédés de la lecture, un essai qui s'appelle Lector in Fabula, c'est très court, ça doit faire une quarantaine de pages, mais c'est absolument intéressant, sur l'intention dans la lecture, etc. L'idée de la connaissance cachée ou hermétique, la lecture à plusieurs degrés comme source d'un pouvoir occulte, et là occulte aux deux sens du terme, là aussi, tout cela lui sert à explorer la manipulation historique, qui est une de ses obsessions. Alors manipulation qui peut être politique, dans la reine Loana, ou dans le cimetière de Prague, qui peut être religieuse dans le nom de la rose ou Bodolino, ou tout simplement crapuleuse, avec une intention délictueuse de manipulation, dans le pendule de Foucault, ou dans le numéro 0. Troisième aspect, on vient de traiter l'écrit de légende, et maintenant on va aborder dans ce grand 3 l'écrit de la légende. Après l'écrit de légende, l'écrit de la légende. Comment est-ce qu'on écrit la légende? C'est une autre marotte de notre ami italien, à savoir les mythomanes volontaires. Pas involontaire, on ne parle pas du fou, là, ou celui qui est convaincu par ses délires mystiques éventuels. Non, on parle de la personne qui sait très bien que ce qu'il raconte est faux. Sur 7 romans qu'il a écrits, 4 ont pour personnage principal un affreux menteur, souvent plagiaire de surcroît, et généralement crapuleux. Sur ce sujet, le plus passionnant est sans conteste l'anti-héros du cimetière de Prague, qui est payé pour rédiger les fameux protocoles des sages de Sion, ce faux grotesque dont le tsar russe Nicolas II veut se servir contre les juifs, et dont Hitler, Maurras, Alain Soral aujourd'hui et d'autres crétins de ce genre feront usage à leur tour. C'est un faussaire, c'est un escroc, un spécialiste en faux papier. Le personnage, à la fin, n'est même plus sûr de qui il est vraiment. C'est-à-dire qu'il finit par devenir fou, commencer à voir des gens qui lui parlent, mais est-ce qu'ils existent vraiment parce qu'il y a de l'espionnage, ou est-ce que c'est lui qui a un dédoublement de personnalité? Cette idée du faussaire faussé, du faussaire qui est piégé par son propre jeu, revient aussi dans le pendule de Foucault, où des gens ont essayé d'écrire, d'inventer une fausse théorie du complot, dirait-on, et ils l'ont tellement bien faite qu'autour d'eux, on croit à cette théorie du complot et on veut les tuer pour cacher des choses, etc. On la retrouve dans le pendule de Foucault, dans Bodolino, et il y a là cette opposition entre l'eidolon, donc le réel faussé, et l'eikon, le réel inchangé. Comme s'il voulait, comme si Umberto Eco voulait nous dire que celui qui détourne et pervertit sciemment le savoir, ne peut finalement qu'en payer le prix. Le mensonge se retourna contre lui, une forme pas de sacralisation de la connaissance, mais cette idée que on peut se tromper de bonne foi, c'est une chose. Encore une fois, le nominalisme implique que le simple fait de choisir un mot pour définir quelque chose est une forme d'intention qui la déforme dans sa définition. Mais par contre, le faire exprès, c'est criminel. Et comme toujours chez Umberto Eco, la mise en abîme n'est pas loin, car en tant que romancier historique, mélangeant allègrement les personnages historiques dont il imagine les réactions et les personnages imaginaires, souvent d'ailleurs chez lui, mélange de plusieurs personnages historiques réels, en tant qu'écrivain et donc, pour le citer, ouvrez les guillemets, en tant que trafiquant d'eidolon, Eco se met lui-même dans la catégorie des mythomanes volontaires. C'est-à-dire que dans ses romans, je pense à Bodolino par exemple, Bodolino est un personnage fictif, imaginaire, qui fait une partie de sa route avec le troubadour occitan Geoffrey Rudel, qui a tout à fait existé. Et dans ce roman qui est une invention, Eco met les textes de Geoffrey Rudel et s'en sert pour faire avancer l'énigme. Les protocoles des sages de Sion, qui sont un vrai faux document, ou un faux vrai document, vous le tournez autant que vous voulez, donc qui ont existé, hélas, il s'en sert pour faire toute une histoire qui raconte la construction politique de l'Italie via un personnage qui, lui, n'a pas existé. Donc il se fait trafiquant d'eidolon volontairement, lui, et Eco pensait que tout écrivain, tout artiste, par définition, est un mythomane volontaire, et il renvoyait
à la phrase de Sacha Guitry qui disait un artiste doit mentir pour dire la vérité et dire la vérité pour mentir. On retrouve d'ailleurs cette dynamique, donc, comme je vous disais, jusqu'à l'absurde dans Baudolino, où le narrateur, ce personnage, Baudolino, dès le départ, se présente comme un menteur sur fond de guerre entre les cités italiennes, parce que comme je vous le disais, l'histoire ancienne ou moderne de la péninsule est un des récurrents chez Eco, et qui, pour rendre son récit plus intéressant, rajoute du Graal, du fin amour, des lucifériens et d'autres curiosités de son époque, en disant lui-même que il faut que son histoire soit intéressante et que finalement la vérité n'a pas grande importance. L'important, c'est que l'histoire soit chouette. Allez, nous allons faire une nouvelle pause musicale avec le groupe Oquam Tristis, side project de l'excellent groupe Collection d'Andel Andrea, qui nous chante Similimodo, c'est-à-dire c'est du chant grégorien, vous allez voir, avec une touche d'électro derrière, très atmosphérique, très planant pour, là aussi, accompagner l'œuvre un peu cryptique de Umberto Eco, qui prend soin d'ailleurs souvent, lorsqu'il y a du latin ou des langues comme l'occitan, l'italien ou le serbe dans ses romans, de ne pas les traduire et de laisser cette incompréhension des personnages et des lecteurs en même temps. Simili modo postquam senatum est accipienserum reclarum calicem in sanctas venerabiles manus suas venerabiles manus suas item tibi gratias agens benedixit deditque discipulis suis dicens accipite ex eo omnes accipite ex eo omnes accipite ex eo omnes accipite ex eo omnes hic est enim calic sanguinis mei novi et ae Mysterium Filii qui provis et promulgis in peccata idem tibi gratias agens benedixit
Quatrième point, la manipulation du lecteur. Dans le dernier roman publié de son vivant, qui s'intitule donc Numéro 0, Umberto Eco imagine des journalistes qui fabriquent le premier numéro d'un journal révélant des secrets politico-mafieux dans l'espoir qu'on paye ces mêmes journalistes pour que les articles ne sortent pas. C'est-à-dire qu'ils font un journal dont ils savent déjà que économiquement les ventes de numéros seront déficitaires, mais ils comptent être rentables sur le fait qu'on va les payer pour ne pas sortir certaines informations. Et lors de la première conférence de rédaction, le rédacteur en chef de ce journal déclare à son équipe, je cite, ouvrez les guillemets, le lecteur standard n'a pas envie qu'on lui dise qu'il est idiot, qu'il ne comprend rien et que tout le monde lui ment. La télévision, les curés, les psychologues, les politiciens, sa femme, personne ne lui dit jamais la vérité. Et en réalité, cela lui convient très bien. Parce que nous le savons tous, commencer à savoir, c'est la fin. Eco défend cette idée-là. Vous mettez un doigt dans l'engrenage du savoir, c'est sans fin. Vous n'arrêterez jamais d'étudier. Ce qui est peut-être la beauté de la chose. Et l'auteur manipule le lecteur pour le plaisir complice de ce dernier. Mais avec cette promesse qu'il aura la révélation dans les dernières pages. C'est le principe du roman policier. On te manipule, on te balade, mais à la fin, tu auras toutes les explications. Chez Umberto Eco, la révélation n'est jamais absolue, imposée, figée. En montrant dans le cimetière de Prague les magouilles surréalistes et avérées, pour le coup, qui permirent la construction de l'Italie moderne, Eco fait un écho, désolé pour le jeu de mots, à la catastrophe provoquée par les faux protocoles des sages de Sion, qui ont servi à Hitler et aux lois antisémites, etc. Le vieux Jorge, dans Le nom de la rose, pense cacher la poétique d'Aristote pour le bien de l'humanité. Il pense qu'il fait ça pour le bien de l'humanité. Et Bodolino, lui-même, encore une fois, je vous le disais, dira que la vérité sur son voyage n'aurait pas eu grand intérêt et qu'après tout, le mensonge initial qu'on lui ordonnait de rendre crédible, à savoir que le royaume légendaire du prêtre Jean existait, on l'a demandé d'entrée de jeu de faire ce voyage pour rendre ça crédible, était déjà un mensonge, ça ne valait pas mieux, de sorte qu'on ne sait jamais chez Eco ce qui est vrai ou ce qui n'a que l'apparence de l'être. Et Eco, en bon nominaliste qu'il est, ne se cachera jamais du fait qu'il laisse au lecteur, tout comme à ses personnages, le soin de décider s'ils veulent cette connaissance ou non, et le cas échéant d'aller la chercher elle-même. Là aussi, il y a vraiment cette idée que une connaissance est forcément manipulée par l'intention de celui qui la porte et par la réception de celui qui la reçoit, et que donc, si on veut une connaissance, il faut aller la chercher soi-même, en étant conscient du fait que le simple accès à cette connaissance va un peu la pervertir. Allez, une petite anecdote en guise de conclusion. La sortie du Da Vinci Code de Dan Brown donna à Umberto Eco l'occasion de s'amuser avec ses thèmes de prédilection. Car dans le roman, il est dit que le prieuré de Sion, rappelons que, entre guillemets, le vrai prieuré de Sion est une invention d'un escroc des années 50, donc il y a un mec qui a fait semblant de créer un faux parchemin du vrai prieuré de Sion. On est totalement dans du Umberto Eco. Et donc, dans ce roman, il est dit que le prieuré de Sion est gouverné par 4 grands maîtres. Quelques acharnés du complot firent leur liste de candidats possibles à la fonction, et bien évidemment, Umberto Eco, avec ses 40 doctorats honoris causa, oui, vous avez bien entendu, 40 doctorats honoris causa, 11 qu'il a vraiment passé, ses 14 langues parlées, oui, et ses romans cryptiques, était un candidat idéal à être un des 4 grands maîtres du prieuré de Sion. Et lors d'une conférence à laquelle j'assiste à Toulouse, un sympathique illuminé lui demanda si c'était bien le cas, s'il était bien l'un des 4 grands maîtres du prieuré de Sion. Voici quelle fut sa réponse à Umberto Eco, dans un français parfait, bien sûr. Je cite. « Je ne vous répondrai rien, ni oui ni non, monsieur. Car si je le suis, l'un des 4 grands maîtres, cela doit rester secret. Et de toute façon, vous ne me croiriez pas dans mes dénégations. Et si je ne le suis pas, eh bien, je ne peux que me réjouir du fait que vous puissiez l'imaginer. » Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que ce petit essai sur l'œuvre de ce grand Umberto Eco vous aura plu. Je vous encourage encore une fois, si ce n'est pas déjà le cas, si vous ne l'avez pas encore fait, à lire du Umberto Eco. C'est une lecture parfaite en ces temps de
de confinement, parce que ça foisonne de choses qu'on aura envie après d'aller vérifier sur les internets divers et variés. Je vous donne mes 3 préférés. Le nom de la rose, bien sûr, le pendule de Foucault, et un de ses plus récents, le cimetière de Prague, qui est vraiment, vraiment extraordinaire. Voilà, bon confinement à toutes, et merci de m'avoir écouté, et à une prochaine fois pour un de ces cours dans le cadre de Nations Apprenantes. Et on se quittera sur un peu de musique aussi, on va changer d'ambiance pour se dire au revoir, avec un groupe du Danemark qui s'appelle Silent Runners, que j'aime beaucoup, qui nous chante la chanson Forgotten, sur tout ce que, Forgotten, donc oublié, hein, sur tout ce que l'on oublie. Là aussi, Umberto Eco disait je n'ai qu'une peur, c'est de mourir d'Alzheimer. Voilà, pour quelqu'un comme lui, ce ne fut heureusement pas le cas. Yeah!